On accueille notre invité Jacques Neria. Bonjour, merci à vous, Bonjour, ancien officier du renseignement militaire israélien, chercheur au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Alors rien de très nouveau, on le voit au nord d'Israël, si ce n'est qu'on évoque quand même de plus en plus l'idée d'une solution diplomatique pour éloigner le Hezbollah de la frontière israélo-libanaise. Est-ce que vous croyez voir un tel scénario diplomatique ? Écoutez, tout le monde est en train de répéter la fameuse résolution 1701. Qu'on se rappelle que la résolution 1701 appelle à la dissolution de toutes les milices libanaises, y compris Hezbollah. Maintenant, je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que Hezbollah va commettre son propre suicide ? Certainement pas. Certainement pas, parce que c'est le bras opératif de l'Iran, donc, et au Liban, en Syrie, en Irak, et au Yémen, un peu pas. Sa raison d'être, c'est d'être. Sa raison d'être, c'est tout simplement exactement ça. Son idéologie même, et c'est la personnification de la République islamique et la transformation du Liban en une République islamique. C'est ce qu'il a dit depuis 1985, et il faut le croire à Hassan Nasrallah. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup à espérer. De notre côté, rappelons-nous, est-ce qu'il y a un gouvernement au Liban ? Non, il y a un gouvernement transitoire, il y a un Premier ministre transitoire. Il n'y a pas le poste de président est vacant depuis octobre 22. Donc, et le chef de l'armée vient de terminer ses fonctions. Il n'y a pas de chef de l'armée au Liban. Et selon la constitution libanaise, seul un gouvernement légal, c'est-à-dire non pas transitoire, non pas un chef de gouvernement transitoire, peut signer, et certainement il faut parapher cela avec un président qui est en fonction. Tout cela n'existe pas au Liban. Alors de quoi parlons-nous ? Avec qui parlons-nous ? Qui sont nos partenaires ? De ce point de vue-là, je dirais, on est en train d'évoquer des tas de mouvements diplomatiques, la France et des informations comme quoi l'armée française se déploierait sur la frontière nord, alors que sur la frontière israélienne, il y aurait des forces américaines du jamais vu et certainement du jamais accepté du côté israélien. Et Israël n'acceptera jamais d'avoir une force étrangère sur son territoire pour monter la garde. Je dirais que ça serait la faillite de l'État sioniste. Donc de ce point de vue, ce qui reste, c'est deux choses. Ou bien c'est une guerre à grande intensité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une guerre d'usure à basse intensité. Donc il faut commencer à bouger un peu plus. Et la preuve, c'est que nous sommes pour l'instant, je dirais, détenus par les Américains qui ne laissent pas agir face au Hezbollah. Et le Hezbollah, donc, sent qu'il est supérieur dans ce point de vue-là, qu'il a toutes les options ouvertes de son côté. Et la preuve, on voit de jour en jour l'ampleur de la riposte du Hezbollah et surtout les attaques qui sont perpétrées dans des confins géographiques qui n'était pas il y a 2 mois. Hier, c'était Akko, c'était Kfar Vradim, c'était Klil, c'était Rosh Pina. Donc, on avance au fur et à mesure des jours, et surtout, les provocations de Hezbollah sont tout simplement menées pour voir jusqu'à quel point Israël va résister et ne pas, je dirais, traverser cette ligne rouge qu'elle a tracée d'elle-même pour ne pas intervenir au Liban militairement et naturellement totalement. Là, c'est le grand problème, et si jamais nous allons réussir à convaincre les Américains, ce sera, je dirais, une paire de manches qui va durer beaucoup plus longtemps, et je ne sais pas si l'armée en est capable à mener 2 fronts en même temps. Donc là, vous dites on teste les limites côté Hezbollah pour Israël, et donc la présence américaine comme pare-feu pour l'instant qui empêche Israël d'aller plus loin. Vous restez avec nous, Jacques Neria. On va descendre vers le sud, l'avancée de Tzahal à Gaza, mais des nouvelles parfois difficiles. Pierre Clochendler nous attend en direct de la bordure avec la bande de Gaza. Bonjour. Il y a encore eu des attaques à la roquette ces dernières heures, et puis cette annonce de la perte, on le disait, de 10 soldats de Tzahal au cours des dernières 24 heures. Il y a eu 7 attaques à la roquette sur les communautés qui sont face à la bande de Gaza, dont la ville de Sderot. Il y a eu des tirs de roquettes et de mortiers aussi, parce que certaines communautés sont si proches de la bande de Gaza qu'il suffit d'un mortier de 80 mm pour atteindre ces localités, et le dôme de fer ne peut les intercepter. Mais quoi qu'il en soit, lors de ces attaques, il n'y a eu ni victimes, ni dégâts. En ce qui concerne l'offensive de la bande de Gaza, oui, elle s'est heurtée à un problème tragique hier après-midi dans une bataille qui a duré à peu près 3 heures. 9 soldats israéliens sont morts dans la petite ville de Shejaïa qui fait face à Nahal Oz, ce kibbutz qui a été aussi le site de massacres lors du 7 octobre, et les
perpétreurs de ce massacre, c'était des membres du Hamas qui venaient de Sajaïa. Et il y a eu cette bataille hier qui a duré donc 3 heures, une embuscade avec des jets d'explosifs improvisés, avec des tirs de mitraille, et le bilan est lourd. 9 soldats tués, dont 2 officiers de haut rang, et dans un incident séparé dans la même ville de Sajaïa, il y a eu aussi un autre soldat qui a été tué. En total, 10 morts du côté des forces de Tsahal. Il y a un autre front, c'est celui de Khan Younes, le front qui est très différent au niveau du terrain de celui de Jebalia et de Sejaïa, qui se trouve à proximité de la ville de Gaza. Là, il s'agit de terrains avec beaucoup d'agriculture, des maisons basses. Mais le gros problème de l'armée là-bas, c'est que il y a maintenant plus de 80% de la population palestinienne, une population de 2,2 millions d'habitants sur un territoire d'une superficie de 360 km². Maintenant, il y a à peu près 1,9 million d'habitants qui sont sur 180 m². Cela veut dire que la zone de combat de Khan Younes est une zone extrêmement dense en population civile, et cela évidemment représente un défi majeur pour l'armée israélienne, parce que évidemment on veut éviter la perte de vie humaine dans les populations qui ne sont pas impliquées dans les combats. Pierre Clochendler en direct du sud d'Israël. Merci beaucoup pour ces précisions. On va revenir sur les portraits de ces 10 soldats israéliens tombés donc hier dans le nord de la bande de Gaza. Des combats rapprochés avec les terroristes et notamment dans des bâtiments piégés. On retrouve parmi les victimes le commandant du bataillon 13 de la brigade Golani, Tomer Greenberg, dont l'héroïsme a soulevé une immense vague d'émotions dans le pays. Olivia Bekassis. Les noms des 10 soldats tombés ce mardi soir dans des combats dans le nord de la bande de Gaza ont été publiés. Le lieutenant-colonel Tomer Greenberg, 35 ans, originaire d'Almog. C'est lui qui a sauvé de façon héroïque 2 bébés jumeaux à Kfar Aza le 7 octobre. Leurs parents, Hadar et Itai Bertichevski, avaient été assassinés par le Hamas. Parmi les soldats tombés, le capitaine Rohi Maldesi, 23 ans, d'Afula. Le capitaine Moshe Abraham Baron, 23 ans, originaire de Ra'anana. Le sergent Achia Daskal de Haïfa, il avait 19 ans. Le lieutenant Liel Chayo, 22 ans, de Shoham. Le capitaine Ben Sheli, 26 ans, de Kidron. Et les 2 sergents, Rom Hart, 20 ans, de Givataïm, et Ouria Yaakov d'Ashkelon. Il avait 19 ans. Il s'agit de 5 soldats de la brigade Golani, dont le commandant du bataillon 13, 2 soldats de l'unité 669 et un soldat du génie de combat. Tsahal annonce également 2 autres soldats morts au combat à Shejaïa. Le colonel Yitzhak Ben Bassat, 44 ans, de Sde Yaakov, commandant de la brigade Golani, et le sergent Eran Aloni, 19 ans, d'Ofakim, combattant du 51e bataillon de la brigade Golani. Les forces de Tsahal effectuaient ce mardi une opération de ratissage pour sécuriser des bâtiments dans le quartier dense de Shejaïa et ses environs, où se trouvent de nombreux terroristes. Ils ont alors été victimes d'une embuscade à l'intérieur même de la ville. Un mélange de tirs et d'explosifs depuis plusieurs directions a surpris les soldats. Par ailleurs, dans ces combats qui ont duré près de 3 heures, 4 autres combattants de Tsahal ont été grièvement blessés. Pour l'armée israélienne, il s'agit d'une mission cruciale face à une unité de terroristes considérée comme la plus dangereuse de la bande de Gaza. Tsahal estime que la majeure partie de cette zone de Shejaïa sera débarrassée des principales forces du Hamas d'ici ce week-end. Au total, près de 350 terroristes ont été tués ces derniers jours dans la ville. Ce nouveau bilan porte à 115 le nombre de soldats tombés à Gaza depuis le début de l'opération terrestre de Tsahal le 27 octobre dernier. Jacques Neria, ces annonces, ces pertes, là, c'est un coup au moral évidemment pour l'ensemble du pays. Mais en même temps, il y a ce sentiment quand même aujourd'hui que ce dévouement des soldats, il unit plus que jamais les Israéliens, et notamment dans la poursuite de cette guerre. Écoutez, il y a des actes d'héroïsme qui sont difficiles à expliquer. Ce qui s'est passé hier, c'est vraiment les officiers qui sont en tête, les soldats derrière. Donc c'est après moi, c'est le fameux après moi israélien qui tout simplement donne la direction, donne je dirais comment se comporter dans des combats, surtout dans des combats de rue, des combats rapprochés, comme vous l'avez si bien dit, dans des maisons piégées, et tout cela naturellement
demande une vigilance extrême, parce que de l'autre côté, les terroristes du Hamas sont décidés à se battre ici. Pour l'instant, ceux qui sont en train de se battre ont décidé de se battre jusqu'à la mort. Donc de ce point de vue-là, ils n'ont rien à perdre, plutôt que uniquement leur vie, et autant tuer de juifs que possible. C'est pour cela qu'il fallait être beaucoup plus alerte, beaucoup plus vigilant. Et naturellement, en essayant d'arriver à cette unité qui était encerclée, qui était dans une embuscade, et d'arriver trop vite à causer en fait un effet de puzzle qui a provoqué en fait une embuscade généralisée où toute l'équipe a été finalement encerclée par des explosifs, des maisons piégées qui ont sauté de tous les côtés. Et naturellement, c'est une leçon à prendre et à ne pas répéter, et à être beaucoup plus vigilant d'un côté. De l'autre côté, essayer d'intervenir au moins le moins possible, et puisque nous avons des atouts, nous avons l'artillerie, nous avons des hélicoptères d'attaque et nous avons des avions, pourquoi ne pas utiliser ça avant de nous aventurer dans un labyrinthe où on est certainement on va être piégé. Alors c'est la question justement qui se pose beaucoup sur les réseaux en ce moment et dans les médias israéliens. Pourquoi envoyer les soldats dans ces zones piégées, dans ces bâtiments piégés? Pourquoi ne pas bombarder tout simplement ce type de bâtiment? Est-ce que les réponses de Tzahal, elles vous semblent satisfaisantes sur ces points? Écoutez, pour l'instant, il faut l'avouer, je dirais, le comportement de l'armée a changé depuis que les Américains sont intervenus. Ils ont demandé très clairement, je dirais d'une manière assez décisive, de ne pas provoquer des dommages collatéraux inutiles, et naturellement, ce qui aurait pu épargner des vies humaines du côté israélien. Donc Israël, et naturellement, ils ont prôné des actions de commando, et des actions pointues, des activités pointues. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On a changé de tactique. Ce n'est plus un mur de feu qui précède l'infanterie, qui précède les tanks. C'est tout simplement les informations des services de renseignement. On arrive sur le point, et naturellement, on l'a vu sur les caméras GoPro de certains de nos soldats, comment les combats sont des combats rapprochés, presque du corps à corps avec les terroristes du Hamas. Et naturellement, tout cela mène à repenser, je dirais, cette tactique. Pourquoi ne pas revenir, comme vous le dites si bien, à la tactique classique avant d'avancer? Laissons, je dirais, ces immeubles crouler sur tout ce qui les occupe, que ce soit des terroristes palestiniens, et je dirais tout simplement ceux qui vont rester dans ces immeubles après les bombardements n'auront plus la force, je dirais, de lever un doigt contre les forces israéliennes sur place. Vous restez encore avec nous, Jacques Neria. On va s'intéresser à cet autre aspect, Israël, qui aurait également entamé les manœuvres visant à inonder l'immense réseau de souterrains du Hamas. Un dédale, donc c'est de tunnels terroristes dans lequel se cache encore une grande partie des forces et de l'arsenal de l'organisation palestinienne. L'idée avait germé ces dernières années et il semble qu'elle constitue une partie de la solution malgré certaines réserves émises par l'allié américain. On voit les précisions de Karine Benisti. L'armée israélienne aurait commencé à injecter de l'eau de mer dans le labyrinthe de tunnels de Hamas sous Gaza. Objectif : détruire l'infrastructure souterraine qui permet au Hamas de mener ses attaques tout en restant protégé et de cacher les otages. Selon le Wall Street Journal, l'armée israélienne a installé 7 grandes pompes. 5 premières pompes avaient été assemblées au nord du camp de réfugiés d'Al-Shati au cours du mois dernier, capables de déverser des milliers de mètres d'eau de mer dans les tunnels, et 2 nouvelles auraient été ajoutées ces derniers jours. Une telle manœuvre aurait 2 conséquences. D'abord sur l'approvisionnement en eau potable de la population, ensuite un risque éventuel pour des otages qui se trouveraient dans l'un de ces tunnels immergés. Lors d'une conférence de presse, le président américain a évoqué ces éventuelles inondations de tunnels de Gaza, bien qu'Israël n'ait pas officiellement confirmé que le processus avait commencé. Joe Biden a déclaré que des rapports affirmaient qu'il n'y avait pas d'otages dans les tunnels en question, mais qu'il ne pouvait pas l'affirmer avec certitude. Tempérant, le président américain sait que pour Israël, chaque mort d'un civil est une tragédie nationale. Un autre bastion du terrorisme palestinien, loin de la bande de Gaza, c'est la ville de Jenin, au nord des territoires. C'est là que les forces israéliennes concentrent en ce moment leurs efforts pour démanteler les cellules terroristes qui agissent d'ailleurs aussi depuis les souterrains. Opérations majeures qui ont débouché sur plusieurs éliminations et de nombreuses arrestations. On fait le point d'abord avec Olivia Abekassis. Camp de réfugiés de Jenin, accessoirement bastion de groupes terroristes. Depuis la nuit dernière, les forces israéliennes ont détruit plusieurs maisons et arrêté des dizaines de terroristes. Un salon de coiffure qui opérait sous couvert à des fins terroristes a également été détruit. Dans la nuit, plusieurs échanges de tirs ont eu lieu. Tzahal a attaqué depuis les airs et éliminé plusieurs terroristes.
Les forces ont également découvert des entrepôts remplis d'explosifs prêts à l'emploi. Des armes, des munitions et des dizaines de milliers de shekels destinés au terrorisme. Les forces ont mené l'opération pendant environ 20 heures, au cours desquelles elles ont pu aussi localiser un poste d'observation et plusieurs caches souterraines. Depuis l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, Tsahal mène sans relâche des opérations dans la ville et dans le camp de réfugiés de Jenin. Les responsables de la sécurité israélienne affirment qu'environ 75% des terroristes qui s'y trouvent ont déjà été éliminés ou arrêtés. Alors Jacques Nerier, à Jenin, on le comprend, c'est une sorte de Gaza bis dans le nord des territoires. C'était important justement d'agir vite, d'agir maintenant pour éviter de voir cette partie des territoires devenir hors de contrôle à terme. Tout à fait, je dirais l'intervention d'Israël à partir de, je dirais, depuis un an, beaucoup plus d'un an, n'est pas arrivée à éradiquer complètement la présence des terroristes de Jenin. Je pense que l'appellation camp de réfugiés est une appellation qui est trompeuse. Ce n'est pas un camp de réfugiés, c'est un camp retranché. C'est une forteresse qui a été bâtie pendant des années pour combattre Israël et pour envoyer à partir de cette forteresse, à partir de ce nid de vipères, envoyer des cellules terroristes pour tuer autant que de juifs possible, que ce soit en Judée, en Samarie, à Jérusalem ou bien en territoire israélien d'avant 67. Donc tout cela, je dirais, il faut se rendre compte que le combat que nous menons ici, c'est tout simplement pour éradiquer la présence terroriste. Et cette présence, elle a deux têtes. Une première tête, c'est la tête du Hamas et celle du djihad islamique. Et puis une troisième, je m'excuse, c'est le Fatah lui-même qui s'est joint, qui s'est joint à ces deux factions palestiniennes pour combattre Israël. Donc, depuis le début de cette guerre-là, depuis le 7 octobre, il y a plus de 2000 terroristes qui ont été arrêtés. Il y a plus de entre 200 et 250 terroristes qui ont été tués sur place. Et je pense, et naturellement, il faut continuer cette poursuite-là parce que tant que nous poursuivons ces attaques contre les terroristes, le terrorisme ne va pas se redresser sa tête. Et naturellement, cette vipère qui va se réveiller ne pourra pas nous attaquer. Il faut continuer. Et de notre côté, il faut aussi regarder le bienfait, entre guillemets, collatéral. Nous sommes en train d'épargner à l'autorité palestinienne le fait d'être substitué par le Hamas. Le Hamas est sur place. Si demain les élections se tenaient en Judée, en Samarie, pour l'autorité palestinienne n'existerait pas. Donc, et on aurait eu, je dirais, le Hamastan, de nouveau Hamas devant nous en Cisjordanie, ce qui est beaucoup plus grave de notre point de vue que de confiner dans la bande de Gaza, parce que dans la Judée et la Samarie, il y a plus de 600 000 juifs qui vivent. Et la Judée et la Samarie, c'est les confins, je dirais, c'est tout juste adjacent à Israël. Donc un pas et nous sommes à Netanya, un deuxième pas, nous sommes à Foula, nous sommes à quelques minutes de Megiddo et naturellement de Haïfa, un peu partout. Sans parler naturellement de Jérusalem qui est ouverte à tous. Donc, de ce point de vue-là, il faut continuer cet effort de contrer le terrorisme et poursuivre le Hamas là et naturellement toutes les autres factions palestiniennes qui sont en train d'agir contre nous sur place. Merci Jacques Nerier, vous restez encore un petit peu avec nous. On va surveiller aussi l'évolution de la situation en mer Rouge, précisément dans le détroit de Bab el-Mandeb. Jusqu'où iront les rebelles yéménites Houthis pro-Iran dans leurs agressions, dans leurs provocations? Encore un navire marchand pris pour cible avec des missiles. Une menace mondiale qui nécessite une réponse internationale, affirme-t-on à Washington. Le point avec Déborah Benayoun. Nouveaux incidents près du détroit de Bab el-Mandeb dans la mer Rouge. 2 missiles ont été tirés sur le pétrolier et chimiquier Ardmore Encounter, battant pavillon des îles Marshall. Le navire est parvenu à les éviter. Selon les données recueillies par l'agence Associated Press, il arrivait d'Inde et se dirigeait vers le nord en direction du canal de Suez. Aucun des membres de l'équipage qui se trouvait à bord n'a été blessé. La cargaison qu'il transportait n'a pas non plus été endommagée. Au même moment, dans la ville d'Al-Udeïda, au Yémen, zone sous contrôle des Houthis, un pétrolier a été arraisonné sous l'autorité maritime britannique qui n'a pas pu confirmer la nationalité du navire ni celle des pirates. Plus tôt dans la semaine, dans la nuit de lundi à mardi, un missile de croisière a été tiré depuis le Yémen vers le cargo commercial Strinda. Il transportait des matières chimiques vers le port d'Ashdod et devait y accoster le 4 janvier. Selon le commandement central américain, l'attaque a provoqué un incendie à bord. La société exploitante a indiqué que le pétrolier était en route vers le port et que les 22 membres d'équipage à bord, tous indiens, n'avaient pas été blessés.
Le pétrolier sous pavillon norvégien a lui aussi été attaqué par les rebelles houthis au Yémen alors qu'il traversait également le détroit de Bab el-Mandeb. Selon 2 sources sécuritaires américaines, l'attaque a eu lieu à environ 100 km au nord du détroit. Un destroyer américain qui se trouvait dans la zone a répondu à l'appel de détresse du navire. L'armée française a annoncé qu'un navire de sa marine avait intercepté et détruit un drone qui visait le pétrolier norvégien. Samedi, les Houthis ont annoncé leur intention d'empêcher le passage de tout navire se dirigeant vers Israël par la mer Rouge, qu'il s'agisse d'un navire israélien ou non. Une menace qui inquiète les États-Unis. Mardi soir, Washington a déclaré que le problème des Houthis nécessitait une solution internationale. Jacques Néry, à votre avis, les Américains, ils sont crédibles dans leur volonté quand ils disent vouloir agir contre les Houthis et mettre en place une sorte de coalition régionale, internationale contre eux? Écoutez, la crédibilité des États-Unis en tant que superpuissance est en jeu ici. Ce passage maritime international est menacé par des Houthis, des terroristes. Ce n'est pas un État, c'est une équipe terroriste poussée et entraînée, équipée par l'Iran et le Hezbollah. Donc je dirais que les États-Unis, comme d'habitude, une superpuissance a le temps que nous n'avons pas. Donc ils prennent le temps pour s'organiser et à mon avis, ils vont déplacer l'armada qui est sur place face aux côtes somaliennes et qui compte plusieurs bâtiments de nations diverses et tout simplement les amener à Bab el-Mandeb et à l'entrée de la mer Rouge et à sa sortie vers l'océan Indien pour essayer de monter la garde sur place et empêcher les Houthis de continuer leur tir, je dirais, sur des navires commerciaux. Rappelez-vous, il y a 30% du commerce international passe par ce passage international. Donc on ne peut pas tout simplement ignorer cela. L'Europe en sévit, les États du Golfe en sévissent aussi parce que une partie de leur exportation de pétrole passe par Bab el-Mandeb jusqu'à Israël. Donc le célèbre oléoduc de Eilat Ashkelon qui pour l'instant qui est bouché, donc fermé, et le canal de Suez qui voit le mouvement maritime diminuer. Donc c'est une perte pour le trésor égyptien. Tout cela doit amener, je dirais, les Américains pour être crédibles, d'agir aussi rapidement que possible, malgré, je dirais, les spasmes de temps qu'ils prennent pour s'organiser. Ouais, justement, un mot pour conclure rapidement sur l'attitude des pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que ses intérêts sont menacés, évidemment, en cas d'instabilité, elle pourrait aussi agir? Écoutez, déjà, on a vu des équipes antiaériennes saoudiennes intercepter des missiles Houthis. Ils ont été les victimes, ils ont été la cible de missiles balistiques et de drones et de missiles de croisière tirés par les Houthis. Donc, ils n'ont pas beaucoup de sympathie pour les Houthis, au contraire. Ça pourrait se poursuivre et même s'amplifier. Merci beaucoup, Jacques Néry, d'être venu sur notre plateau. Aujourd'hui, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La suite de vos programmes et la suite de l'info dans quelques instants sur i24 News.